sommes en train d'évoquer le Soudan du Sud avec cet accord signé à Khartoum entre Salva Kiir et Riek Machar. Alors, Jean-Luc Kassiakole, on a la signature d'un accord entre deux hommes qui n'ont pas, ce n'est pas eux-mêmes qui ont pensé et voulu cet accord, c'est des pressions qui les y ont amenés. Alors, cette pression-là va les garder dans cet accord tant que c'est pas un accord soudano-soudanais, enfin sud-soudano-soudanais, ils n'ont pas voulu y aller, on les a contraints à y aller. Je crois que c'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent et maintenir cette pression-là jusqu'au bout. Parce que c'est vrai, ils ont signé un accord, mais les négociations ne sont pas terminées. Parce que la question politique n'a pas encore été abordée, puisque la communauté internationale est en train de proposer une transition. Oui. Alors comment va se faire cette transition? C'est des choses à débattre. Et donc je pense que la pression doit être maintenue sur ces deux hommes-là, et pour qu'on puisse les contraindre à aller jusqu'au bout. Sans cela, je ne vois pas cet accord réussir, ou je ne vois pas cet accord être mis en application, parce que c'est vrai, comme l'a dit les prédécesseurs, il y a l'accord qui a été signé en décembre. Et 24 heures après, on a vu cet accord voler en éclats. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de mettre cette pression-là sur les deux, Salva Kiir et Kiir Machar. Je pense qu'il faut mettre la pression sur eux, leur pousser, les pousser plutôt à aller jusqu'au bout. Sans cela, je ne vois pas ces deux en train de collaborer ensemble. Et je me dis, pour la transition dont on est en train de parler, cela va être très compliqué. Très compliqué parce que est-ce qu'il faut laisser les deux et mettre d'autres personnes pour conduire la transition, ou il faut faire un gouvernement d'union pour aller à des élections? Donc c'est des questions qui vont être très compliquées. Donc je crois que la pression doit être maintenue pour aller jusqu'à la fin des négociations. Mais je trouve que c'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage parce qu'on a ces leaders-là qui n'ont pas de vision, qui pensent à leur intérêt personnel. Et moi, franchement, ça me fait mal quand je suis devant ces cas de figure. Et au-delà de ça, il faut aussi pointer du doigt la communauté internationale. Parce que, vous savez, si aujourd'hui le Soudan est divisé en deux, c'est la faute à certains pays, à certaines grandes puissances. Et aujourd'hui, on a cru contrôler ou bien avoir le Soudan Sud qu'on prétend être chrétien et pour pouvoir contrôler le pétrole là-bas. Mais aujourd'hui, voilà, le bordel qui est foutu là-bas. Donc c'est vraiment, franchement, c'est tout un problème. Mais on n'a pas le choix. Je crois que la communauté internationale ne peut que maintenir la pression pour obliger ces deux messieurs à aller au bout. Ibrahim Acha, le plus difficile, c'est, on le sait, c'est la cohabitation de ces deux hommes-là. Mais l'accord n'en a rien dit. Oui, et c'est prévu qu'il y aura des discussions autour de ça. Jean-Luc l'évoquait tout à l'heure. Il devait penser à comment créer la transition et voir aussi comment ces deux allaient cohabiter. Vous savez que la cohabitation a été déjà essayée, mais ça n'a pas marché. Donc, je pense que cette fois-ci, avec les pressions et les sanctions, je pense qu'il y aura, comme on le dit, un code de bonne conduite qu'on va leur soumettre et chacun essaiera de suivre. Et je pense que ça va aller. Mais le vrai problème, l'enjeu, c'est de tout faire pour aller vers un processus de paix et de déminage psychologique. Actuellement, ce qui se passe là-bas, c'est que les populations sont braquées et les deux ethnies, que ce soit de Riek ou bien de Machar ou de Salva Kiir, les deux populations se regardent en chien de faïence, surtout qu'il y a eu des expéditions punitives. Vous comprenez que ça serait difficile vraiment de... C'est ça aussi le plus difficile. Est-ce qu'il suffit de réconcilier deux hommes pour avoir la stabilité? C'est un peu compliqué. Mais bon, si éventuellement, si vraiment ces deux messieurs sont de grands, comme on le dit, de grands chefs de guerre, ils peuvent imposer la discipline à la base et au même moment, il doit y avoir un processus de réconciliation qui sera mis en place avec des mécanismes assez efficients pour amener les populations d'abord ardonnées à apaiser les cœurs et voir dans quelle mesure on peut créer aussi des passerelles pour que ces deux ethnies puissent véritablement s'imbriquer, aller vers une cohésion pour que la nation soudanaise puisse vraiment être mise, comme on le dit, sur orbite pour leur développement. Parce qu'actuellement, il y a le problème humanitaire, il y a la pauvreté, justement. Et donc, en tout cas, je pense que c'est un passage obligé, ils seront obligés de se comprendre et voir éventuellement entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Beau soleil beaucoup, ça veut dire que le gouvernement, enfin la transition qu'on a
entrevoit en place comment? On aura toujours ce bicéphalisme au sommet de l'État? Oui, je crois. D'abord, il y a une grande méfiance entre le président Salva Kiir et Riek Machar. Donc, ça sera un peu difficile parce que beaucoup d'antécédents, il y a des atrocités de part et d'autre. Et ça, quand même, ça sera très difficile. Mais avec la pression, comme on l'a dit, il y a quand même des intérêts de part et d'autre. Il y a des puissances qui sont derrière chaque camp. Et je crois que lorsque les soutiens s'accordent à ce qu'il y ait une transition réussie, je crois que les protagonistes ne peuvent que suivre. Et pour l'intérêt de cette population qui n'a que trop souffert. La pression, oui, on le dit, mais n'oublions pas une chose. Sur le terrain, Jean-Luc, dans les affrontements, Salva Kiir a un avantage. Il l'emporte sur Riek Machar. Qu'est-ce qui va l'obliger, lui, aujourd'hui, quand il sait que je gagne déjà le combat, à céder encore du terrain? Ouais, en fait, ce qui l'oblige aujourd'hui, c'est la pression de la communauté internationale. C'est ce qui l'oblige. Sinon, il n'allait pas venir à la table de négociation, puisque c'est vrai, il a l'avantage. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut maintenir cette pression-là. Ils n'ont pas le choix. La communauté internationale n'a pas le choix. Il faut maintenir la pression pour qu'ils puissent collaborer ensemble, aller jusqu'au bout. Et je crois que, comme l'ont dit les prédécesseurs, le travail va être très compliqué. Très compliqué sur le terrain, parce qu'il va devoir travailler les gens psychologiquement, organiser une vraie réconciliation, que les gens se disent la vérité, que les gens puissent arriver à se pardonner avant de pouvoir aller de l'avant. Sans cela, ce serait peut-être quelque chose d'hypocrisie qui vont se faire. S'il n'y a pas de réconciliation, c'est pour ça que je pense que durant cette transition, il faut que la communauté internationale les emmène à se réconcilier sincèrement pour pouvoir sortir de là et avancer. Sinon, je ne vois pas le Soudan du Sud s'en sortir. Ça veut dire qu'on a signé un accord, Ibrahim Acha, mais ce n'est pas pour aujourd'hui l'entente, le vivre ensemble. Oui, je pense que c'est la base qui a été jetée. Bon, on va voir dans quelle mesure ils vont travailler ensemble. Et surtout que l'ONU est coutumier de ces processus de normalisation dans le pays. Il y aura vraiment des mécanismes assez sérieux pour pouvoir amorcer cette réconciliation, comme le dit Jean-Luc, et après tout voir dans quelle mesure on peut aller vers des programmes humanitaires. Ça c'est très important parce que c'est préoccupant sur le terrain, et pour amener la population à retrouver d'abord une certaine catharsis et après maintenant voir comment entrevoir l'avenir avec sérénité. Au même moment, la pression doit aussi être disons dirigée vers les industries minières, les industries pétrolières. Si les deux patrons de guerre sont soutenus, ils ont des armements et autres, il faut dire qu'il y a en amont des gens qui les approvisionnent. Donc il faut voir tous ces canaux et voir comment vraiment les couper et aller vers un processus de paix assez sérieux. Je pense que ça va marcher. Les élections, c'est quand même dans 3 ans. Jusque-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer. Ils peuvent s'attendre comme ça peut aussi capoter. Et surtout, l'espoir, c'est surtout que l'ONU met la pression, et surtout la pression économique et financière, parce qu'on décide de frapper au porte-monnaie. Ça fait mal là-bas. Ces dirigeants, il fait mal, le gel des avoirs, tout ça. Là, les gens sont obligés de pouvoir quand même de suivre une certaine ligne donnée pour amener la paix au Soudan du Sud. Alors, je reste avec vous sur le sujet de la Chine-Afrique. C'est vrai qu'il y a des problèmes au Soudan du Sud, mais l'Afrique intéresse toujours vos pays, notamment la Chine. Un forum sino-africain sur la défense et la sécurité a commencé à Pékin ce mardi 26 juin. Premier forum du genre illustre l'influence grandissante de la Chine en Afrique, y compris désormais sur le plan militaire. Beau soleil, qu'est-ce que la Chine cherche au juste? Elle est dans les infrastructures, elle est dans presque tout et maintenant dans la défense et la sécurité. Oui, la Chine est une grande puissance et ce n'est que dans la logique des choses. Et la Chine, au fait, il faut saluer cette performance de la Chine. Il y a de cela, je peux dire 40 ans, la Chine était un pays pauvre. 40 ans même, vous êtes allé loin, il y a 20 ans, 20-25 ans. Et si je le dis parce que je le situe un peu personnellement par rapport à l'expérience que j'ai vécue. J'étais en Chine en 1976 et c'était la pauvreté. C'est en Chine personnellement que j'ai fait mes premiers pas à
à l'école. Et en ce moment, il n'y avait même pas l'école occidentale. Ouais. On n'étudiait pas l'anglais. Ce n'est que le chinois. Et c'était la dictature, le parti unique, la pensée unique. Mao, Le c'est communisme. ça. Donc, le communisme. Mais entre-temps, quand ils ont travaillé, et je le dis en ce moment, même en 1976, il n'y avait même pas la propriété. Vous ne pouvez pas avoir votre propre véhicule. Ouais. Et les gens se déplaçaient à vélo, tout ça là. Et d'un seul coup, ils ont décidé de travailler pour sortir de cette situation. Et la Chine est aujourd'hui, je crois, la deuxième puissance économique. ouais. Et toi-même, la La plus deuxième puissante. puissance, ouais. Ça va venir. Et la puissance commerciale même. Oui, ça, elle l'a déjà, partie. quasiment. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine, sur le plan commercial, a de fortes relations avec les pays africains. Ouais. Et elle vend déjà des produits manufacturés sur tous les plans. Mais elle veut aussi percer au niveau militaire et sécuritaire. Donc, cette réunion à la Chine qui rassemble les spécialistes de la question sécurité et de défense, des Africains et les Chinois. C'est pour que la Chine puisse démontrer sa puissance et tout ce qu'il a comme produit sur le plan militaire et séduire les Africains. Et bientôt, vous allez voir que la Chine va fabriquer, vendre les armes. Elle les vend déjà. Oui, bien sûr, mais cette proportion n'est pas encore très grande par rapport aux États-Unis. États-Unis. Rassurer ces pays de l'efficacité de son armement et de ses produits au niveau sécuritaire. Donc c'est pour cela qu'il est obligé de les rassembler et de leur faire des démonstrations qu'ils puissent être séduits et faire confiance aux armements chinois. Jean-Luc, ce n'est que ça l'objectif, montrer qu'on est aussi une nation puissante, c'est ça? C'est ça, justement, parce que la Chine, c'est vrai, a démontré sa puissance en matière commerciale, en matière économique. Maintenant, la Chine veut démontrer sa puissance en matière militaire. Rappelez-vous, la Chine a déjà une base sur le continent au niveau du Djibouti. Et donc, la Chine est en train, petit à petit, s'installer, cherche à s'installer sur le continent. Et donc, à travers ça, la Chine veut démontrer que je peux faire comme les États-Unis. En fait, en réalité, la Chine est en train de concurrencer les Américains. C'est ce que la Chine est en train de faire. Donc, la Chine veut démontrer sur tous les plans sa puissance. Et aujourd'hui, le terrain le plus fertile, c'est l'Afrique. Donc, alors il faut se tourner vers l'Afrique et je n'étais pas à chercher à nouer des relations militaires avec les Africains, leur vendre des armes, venir en aide. On sait que la Chine le fait déjà, il donne des armes à certains pays, même si c'est ça aussi le reproche qu'on lui fait, parce qu'elle ne fait pas de distinction de pays démocratiques et dictatorial. Justement, c'est vrai que la Chine elle-même, c'est un pays, c'est les affaires. C'est un pays qui, c'est vrai, en matière démocratique, on a quand même des reproches à lui faire, n'est pas un exemple. Et donc, maintenant, on cherche peut-être... Mais ça montre, vous avez ouvert une belle parenthèse, ça montre qu'on n'a pas forcément besoin de démocratie pour se développer. Non, ça je suis me rappelle d'accord. Quand j'étais en troisième année, ça a été un sujet de dissertation que j'ai traité. Non, je suis d'accord, ça vient. Je suis d'accord que l'exemple aujourd'hui, il y a l'exemple aujourd'hui, le cas du Rwanda. Le Rwanda, écoute, c'est pas un pays démocratique, mais le Rwanda est en train de faire des choses merveilleuses. Le Rwanda est en train de se développer. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de la démocratie pour forcément se développer. C'est une question de volonté. C'est vrai aussi que la démocratie aussi participe au développement des pays, mais ce n'est pas la condition sine qua non. Ça, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, les Chinois, ils s'en foutent de notre démocratie, et ils avancent, ils sont une puissance et ils veulent talonner ou bien ils sont en train même de talonner, de prendre la place de la première puissance mondiale aux États-Unis. Justement, c'est une sorte de concurrence aujourd'hui entre Chine et États-Unis. Comment est-ce que les États-Unis perçoivent cela, vont percevoir cela en tout cas? Non, les États-Unis ont senti la menace chinoise depuis fort longtemps et les États-Unis ont commencé même par revoir les axes qu'il faut revoir pour pouvoir maintenir encore leur suprématie au point de vue mondial. Mais il faut dire que la Chine aussi a d'abord
je vais revenir vers la parenthèse de la démocratie. C'est vrai que la Chine, on ne la voit pas comme un État démocratique, mais il y a de la démocratie. On respecte quand même les règles en vigueur. Et il y a aussi... Il y avait alternance jusqu'à ce qu'il saute le verrou de la limitation la dernière fois. Tout à fait. Donc il y a quand même une certaine vitalité en matière de la bonne gestion du pays. Et surtout quand vous avez de la vision, vous ne tolérez pas, en tout cas le désordre, vous ne tolérez pas certaines choses. Je pense que c'est ça. Par rapport à certains pays où on parle de démocratie, mais les dirigeants sont corrompus, ils sont dans les histoires de corruption, de détournement, et même dans le business qui fait même que ils font le business même avec leur propre pays. Vous comprenez ça? C'est inconcevable pour un dirigeant qui est à la tête d'un pays de se livrer à ces actes. Je pense que c'est ça qui fait que parfois, même étant pays démocratique, il y a vraiment tout un désordre qui fait que ça n'a rien à envier aux États non démocratiques où il y a des dirigeants quand même visionnaires. Bon, maintenant, revenons sur la Chine, il y a ce que nous appelons le positionnement stratégique. Vous savez que l'Afrique, aujourd'hui, c'est un grand débouché, et non seulement ça aussi, les spécialistes même en économie parlent, en investissement parlent d'un continent de l'avenir. Donc toutes les puissances voudraient se positionner et participer aussi à cet avenir, entre parenthèses, que l'Afrique, en tout cas, constitue pour l'économie mondiale et le financement mondial. Donc c'est ce qui fait que la Chine aussi est très influente en Afrique. Et au-delà de tout, Jean-Luc parlait du flux commercial. Vous allez voir que le flux commercial est encore plus dense et plus élevé en Afrique. Donc, il fallait sécuriser en même temps tous ces navires, ce commerce de business chinois. Et donc, voilà, il faudrait que la Chine ait une base militaire, comme c'est déjà fait en Djibouti, et en même temps montrer sa force de frappe au cas où il y a des velléités vraiment à tenter à la sécurité de ces investissements en Afrique. Je pense que c'est un positionnement stratégique et tous les États le font. Vous savez, tout récemment, on a parlé de l'Israël aussi, qui veut avoir sa part en Afrique. Et qui a annoncé même un sommet qui malheureusement n'a pas pu venir pour des questions de réglage technique. Et maintenant, je pense que tous les pays, même la Turquie, a commencé par s'intéresser à l'Afrique et commence aussi par envoyer des signaux comme quoi je veux aussi participer à l'avenir de l'Afrique. Donc voilà, c'est un continent qui intéresse presque toutes les puissances, presque tout le monde, et la Chine ne peut pas rester hors de cet engouement à la conquête de l'Afrique. Bon, ça veut dire que dans un avenir proche ou lointain, on verra des soldats chinois sur le continent? Mais pas forcément. Pas forcément. D'abord, c'est-à-dire, je veux dire, dans les opérations de maintien de paix, d'ordre, c'est possible, mais pas forcément, parce que la Chine a toujours gardé une ligne qui lui permet de pouvoir avoir la confiance parce que si je le pose, c'est qu'il ne suffit pas de vendre des armes, il faut montrer aussi qu'on est une nation militairement capable. Comme les États-Unis, on sait que s'ils interviennent, bon, c'est les djihadistes, quoi. Ils viennent rétablir l'ordre. Il faut aussi montrer ça. Oui, c'est ce que je dis, mais on n'a pas besoin, la Chine n'a pas besoin d'avoir nécessairement une base en Afrique pour être dissuasive. Parce que le fait, même de loin, la Chine étant une puissance d'abord commerciale, financière et économique, et elle est capable de pouvoir avoir l'armement inquiété, disons. Donc je voudrais revenir au niveau de cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Pour dire que avant la Chine ne faisait pas partie de l'Organisation mondiale du commerce. Et la mondialisation, ceux qui ont pensé cette mondialisation avaient voulu avoir l'intérêt de leur côté. Mais l'intrusion l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, et il y a de cela 15 ans, je crois, a profité beaucoup à la Chine. Et maintenant, les États-Unis ont constaté que cette mondialisation où il y a l'ouverture des marchés, tout ça, là, ça ne leur profite pas. Et ils ont commencé maintenant à vouloir fermer les frontières, à mettre des barrières pour qu'ils puissent avoir, au niveau commercial, être au niveau de la Chine. Comme Donald Trump le dit chaque fois, il y a un déficit entre sur la balance commerciale, entre les États-Unis et la Chine. Et il faut régler ça pour freiner un peu cette évolution de la Chine.
Alors, freiner l'évolution de la Chine aujourd'hui, en tout cas, le pays est lancé, mais il y a aussi, on voit la Chine arriver sur le continent, mais ça pose une autre question. Que fait le continent lui-même? C'est là le problème. Parce que c'est écœurant de voir des sommets France-Afrique, Israël-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. Bon, finalement, l'Afrique n'invite personne. C'est-à-dire que moi, j'ai comme l'impression que l'Afrique n'a pas encore pris conscience. Et la faute, en fait, moi, personnellement, je la renvoie à nos dirigeants. Il faudrait que ces dirigeants aient une vision pour ce continent. À part les dirigeants, c'est les leaders. C'est vrai, les leaders, les dirigeants, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est un. Il faudrait qu'ils aient une vision pour ce continent. Et pour y arriver, peut-être, je pense qu'il va falloir peut-être changer la classe dirigeante. Renouveler peut-être la classe dirigeante pour pouvoir régler ce problème. Mais là où le bas blesse aussi, c'est que aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas s'intéresser à la chose politique. Oui. C'est ce qui est malheureux. Le renouvellement n'est pas automatique. C'est pas automatique, ça se décrète pas. D'accord, ça se décrète pas. Donc il faudrait que aujourd'hui que cette jeunesse puisse comprendre que demain nous serons appelés aux affaires. Et donc il faut s'intéresser à la chose. On ne peut quand même pas aller forcer les gens pour venir diriger un pays. Il faut se l'inculquer, il faut s'intéresser à la chose. Et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui, particulièrement au Togo. Quand vous prenez aujourd'hui la jeunesse togolaise, mais la plupart, ils sont pas intéressés par la chose politique. Et quand tu en parles, on te dit, mais toi, tu fais la politique, tu es opposant, ou bien tu es proche de tel, et on ne veut pas s'intéresser, on se dit, non, moi, je ne veux pas faire de la politique. Alors que tout ce que nous faisons tous les jours, c'est de la politique. La gestion du pays, la res publica, c'est la politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir peut-être résoudre ce problème-là, il faut renouveler cette classe politique. Et pour y arriver, il faut qu'on prenne conscience. Et maintenant, par rapport aux dirigeants, il faut qu'ils prennent conscience. Il faut qu'ils changent de mentalité. Ibel le disait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous avons des chefs d'État, des dirigeants qui sont corrompus eux-mêmes et qui ont une gouvernance corrompue. Mais ça ne peut pas profiter à l'Afrique. Il faut aujourd'hui changer les choses. Il faut changer la donne pour que l'Afrique puisse se réveiller. Moi, personnellement, j'y crois. Je sais que l'Afrique va se réveiller. Je ne sais pas quand, mais je sais quand même qu'elle se réveillera. Peut-être avec nos enfants ou nos petits-enfants, mais je sais quand même que l'Afrique, tôt ou tard aussi, organisera ses sommets et invitera des gens. En tout cas, je ne sais pas il y a quelle année, c'est en 64, il y a un auteur français qui écrivait « Quand la Chine se réveillera ». Est-ce qu'on peut l'écrire pour l'Afrique? Oui, c'est vrai. Oui, on peut l'écrire pour l'Afrique parce que si vous constatez un peu, il y a un vent d'éveil de conscience qui souffle actuellement sur le continent. Et la jeunesse africaine, il manque peut-être une révolution, comme on l'a vu, révolution industrielle, on a eu une révolution chinoise. Non, il faut une révolution africaine. Ça va arriver. Le problème, c'est qu'il y a des boulots d'étranglement et c'est le plus souvent c'est avec ces dirigeants corrompus. Quand l'Afrique comprendra d'un jour à l'autre qu'il faut des visionnaires à la tête des pays, des États et penser grandeur nature. Ce n'est pas les rafistolages qu'on fait dans les pays, en tout cas, comme on le dit, des mécanismes et des actions d'à peu près, juste pour, disons, faire dormir les gens et penser qu'on est en train de faire quelque chose. Il faut penser, avoir le rêve africain. On veut construire l'Afrique. On veut des travaux gigantesques avec des infrastructures qui tiennent dans le long terme et non des choses de 2 ans, de 3 ans après tout. Des saupoudrages, merci beaucoup. Donc si on arrive à avoir cette élite qui pense comme ça, je pense qu'on peut vraiment faire évoluer l'Afrique. Et surtout, nous avons des richesses énormes. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le continent que tout le monde dit, c'est le continent de l'avenir. On est en train de se vider encore là. Vous voyez combien d'Africains quittent? Oui, malheureusement, c'est quoi? C'est toujours le problème de gouvernance. Non, le problème de l'Afrique, c'est une question de gouvernance. Si on arrive à avoir des présidents visionnaires, des chefs d'État qui pensent véritablement à l'évolution même de leur pays, et non, je ne parle pas des corrompus qui sont actuellement ce syndicat des chefs d'État qui est là seulement à piller les richesses de l'Afrique et aller mettre ça. Ils ne sont pas un syndicat. Non, c'est un syndicat des chefs d'État. Ils sont solidaires dans le mal. Solidaires dans le mal, solidaires dans les atrocités, solidaires dans les brimades et même, comment l'appelle-t-on là, le non-respect de la démocratie. C'est parce qu'ils sont solidaires quand les choses se passent, quand il faut aller. Il s'agit vraiment d'aller intervenir, d'aller faire entendre raison à leur homologue ou à leur père. Mais ce qui se fait habituellement, c'est des dîners de couloir. Ils vont sabre le champagne et ça s'arrête là. Il n'y a rien de consistant. Donc il faudrait que l'Afrique
c'est vraiment un appel, prennent conscience des retards que nous avons, et que nous accusons dans l'évolution mondiale pour pouvoir relancer notre continent. Je pense que si on arrive à cet amour de construire l'Afrique, je vous dis que nous allons beaucoup évoluer. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que ce sont les Occidentaux qui bloquent l'évolution de l'Afrique. C'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Il suffit seulement d'avoir de la vision. Kadhafi a essayé. Vous avez vu comment la Libye, mais c'est que ça, entre-temps, c'est un peuple aussi immature. On est venu les intoxiquer. Ils ont fait Soleil, oui. Non, pour corroborer avec ce que Ibé disait, c'est vrai. Quand tu prends par exemple, je reviens et permets à cette histoire de Soudan du Sud. Lorsque les États-Unis ont voulu prendre les sanctions contre les concernés, mais l'Union africaine n'était pas d'accord. L'Union africaine n'avait pas soutenu les États-Unis. Les pays alentours du Soudan du Sud n'étaient pas d'accord. Et là, pourquoi? Parce que ils se disent, si demain je suis dans la même situation, c'est ce qu'on me fera. Et donc je ne veux pas aujourd'hui cautionner cela. Ça, on est en train de soutenir le mal. Et je crois qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça ne soit pas un syndicat des chefs d'État, c'est vrai. Alpha Condé l'a dit, mais il faut nous le prouver sur le terrain. Que ce n'est pas un syndicat des chefs d'État. Dans le réveil de l'Afrique? Oui, je crois dans le réveil de l'Afrique, mais je suis aussi réaliste. Ça sera un peu difficile. Difficile pourquoi? Nous étions en train de parler de la Chine et la Chine a évolué et par rapport à l'Afrique. Et il faut que les gens sachent que la Chine a réussi ça, et comment la Chine a eu beaucoup de facilité parce que c'est un pays continent. Gigantesque. Et il a l'avantage de pouvoir être un pays et de prendre des décisions comme un pays. Et nous, notre faiblesse en Afrique, c'est que nous sommes un continent où on est morcelé en beaucoup de pays. Et déjà, on ne s'entend pas. On va couper parce qu'on va rendre l'antenne pour regarder le journal et on revient après.